J'aimerais bien que chacun d'entre vous nous explique un peu votre parcours. Là, j'entends la scolarisation, les diplômes. Qu'est-ce que vous avez fait avant d'être dans le métier où vous êtes? On a déjà eu un petit peu un aperçu, mais de façon plus précise sur les diplômes. Alors, vous préparez quoi, Maude, puisque vous êtes encore dans le milieu étudiant, on va dire. Donc, expliquez-nous quel est votre objectif derrière. Bah, actuellement, je suis en deuxième année, donc les examens cette année. Et ensuite, je sais pas trop encore. Je suis en train de réfléchir. Va Quelle falloir est, que je quelle est la regarde. perspective professionnelle qui peut s'ouvrir à vous? Bah, ça peut être des licences professionnelles. Pour Bac. faire un métier précisé peut-être au public, quelle typologie de métier? Est-ce que vous avez quelque chose de plus précis? Ah, ça peut être, on peut être plus dans un cursus ingénieur, devenir ingénieur en génie civil, en électrotechnique. On peut poursuivre en licence professionnelle dans la domotique aussi, faire un master domotique, il y a ça à Rennes, Ah, en alternance. Et ça peut être dans la maintenance, choses comme ça. On a beaucoup de connaissances générales en fait, dans tout ce qui est chauffage. On a énormément de alors, connaissances générales. enfin, à peu près, je pense que c'est quand même des métiers qui sont liés au bâtiment. Oui, c'est beaucoup bâtiment. Ouais. Ouais. Et est-ce que vous avez connaissance du nombre qu'il peut y avoir de femmes qui font ce métier actuellement? Il doit pas y en avoir énormément. C'était le début ou est-ce qu'il y a déjà des précédents dans... Bah, il y avait déjà un BTS domotique, mais ça a été réformé il y a quelques années. Du coup, ça a changé de nom. Au lieu d'être BTS domotique, c'est fluide énergie domotique. Et ça a été séparé en 3 options. En quelques mots, expliquez peut-être à la salle ce qu'est la domotique, parce que c'est vrai qu'on emploie des mots comme ça va peut-être mettre justement un peu une image sur les actions que vous faites tous les jours. Alors la domotique, on donne plutôt le nom domotique aux habitations, tout ce qui est les maisons individuelles. Donc c'est la gestion des volets roulants à distance avec son smartphone. Si on est au bureau et que il commence à faire nuit, on peut baisser les volets pour garder la chaleur dans la maison. La gestion du chauffage, l'éclairage, l'alarme intrusion, énormément de choses. Ouais, ça touche, moi j'ai été très surprise, hein. Franchement, c'est la maison, on va dire que demain on pourra avoir une maison qu'on pourra tous gérer à distance, hein. C'est ça votre métier, en Oui, clair. voilà, c'est ça. Ça, c'est du côté maison. Et après, dans le tertiaire, on appelle plus de la gestion technique du bâtiment, la GTB. D'accord. Donc c'est pareil, ça peut être les caméras de surveillance, l'alarme intrusion, l'alarme incendie, les volets roulants, l'éclairage, tout ça, quoi. Le contrôle D'accord. d'accès. Merci Maude. Stéphane, est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu votre parcours, on va dire diplôme, scolarisation, ce que vous avez fait, quoi? Donc diplôme, comme je disais, j'ai eu un bac génie civil, un bac F4, enfin plutôt anciennement F4, hein, puis ensuite un diplôme d'État d'infirmier en 96, où j'ai pu exercer, bon, dans un premier temps, j'ai fait mon service militaire aussi, puisqu'à l'époque c'était encore effectif, hein, une année en tant qu'infirmier, et puis j'ai fait différents remplacements en intérim, dans des services, dans des hôpitaux privés, pendant 2-3 ans. Puis après, je me suis stabilisé, stabilisé. Je suis devenu comment dire, référent dans un pool de remplacement à l'hôpital de Paimpol, où là j'exerçais pendant au moins 9 ans. Quand Et, vous avez passé, excusez-moi, ouais, quand vous avez passé votre diplôme d'infirmier, dans votre section, il y avait combien de garçons? ouais. Combien? Il y avait 14 garçons et on était 78. Sur 78. Ouais. Ce qui était un cru, un millésime. C'était un Un millésime. millésime. Ils n'avaient jamais vu autant de gars. Alors à l'époque déjà, les collègues, les formatrices disaient que c'était prometteur pour l'avenir. Mais moi qui suis devenu ensuite formateur à l'ISTI de Saint-Brieuc pour les aides-soignants et puis les ambulanciers, je me suis aperçu, et je le savais déjà, que la profession, c'est pas masculinisé, quoi. Hein, au contraire, même peut-être, en proportion, il y a beaucoup moins d'hommes dans la profession que moi quand j'étais en Quand formation. vous avez passé. Ouais. D'accord. Ouais. Et donc, oui, je suis devenu après formateur d'aide-soignant à l'école d'aide-soignants de Paimpol, puis formateur d'ambulancier à l'Institut de formation de soins infirmiers de Saint-Brieuc. Et enfin, il y a 5 ans et demi, infirmier
social ou infirmier coordonnateur de santé au conseil départemental. D'accord. Après, comment je vois mon parcours pour demain, quelque part, vous voyez, le plan B que j'évoquais tout à l'heure, je me l'applique un peu tout le temps, quoi. C'est-à-dire qu'on ne sait pas comment nos professions peuvent évoluer, on ne sait pas non plus comment notre institution peut évoluer, et donc je suis tout le temps à la recherche d'un plan B. C'est bien. Et le plan B, aujourd'hui, c'est... D'ailleurs, j'avais débuté quelques démarches dans ce sens-là, mais j'ai mis en attente. C'était de rentrer dans la réserve sanitaire de l'État. C'est-à-dire que quand il y a des tremblements de terre, des événements catastrophiques, des situations de, comment dirais-je, des méningites sur un territoire bien déterminé, l'État a une équipe d'infirmiers, de médecins qui peuvent intervenir à tout moment et à tout endroit. En cas d'urgence, quoi. En cas d'urgence, ouais. Ouais. Alors pour l'instant, ça ne s'est pas concrétisé, mais j'y pense toujours. Ouais. En parallèle, j'avais essayé de m'installer à 2 reprises en libéral. Vous voyez, enfin, c'est ça la richesse de notre métier, nous, en tout cas en tant qu'infirmiers, parce qu'on parle de mixité, mais il y a aussi richesse à travers le fait d'être infirmier. C'est que c'est très polyvalent. Il y a plein de métiers que je dirais un peu différents qui nous sont ouverts. Et donc le libéral aussi, mais alors le libéral, pour s'installer aujourd'hui, il faut un parcours un peu particulier qui ne me, comment dirais-je, qui ne correspondait pas. D'accord. Laurence, vous nous donnez un petit peu votre parcours, on va dire diplôme aussi, et peut-être futur, vous avez peut-être une évolution de carrière. Oui. Ben, moi, j'ai passé un bac général alors, à l'époque aussi. Maintenant, c'était un bac général, le français maths, quoi. Après, je suis allée en fac de langue. Je suis restée 2 ans en fac de langue, russe-anglais. Et puis, au bout de 2 ans, eh ben, j'ai tout abandonné, en fait. Parce que je me suis aperçue qu'en fait, j'étais allée là un petit peu parce que je ne sais pas trop où aller, que les copines y allaient, alors j'ai fait pareil. Mais au bout de 2 ans, je me suis bien aperçue que ce n'était pas bon truc. Donc, j'ai tout laissé tomber. Et j'ai passé un diplôme de secrétaire médical par correspondance parce que mes parents ne voulaient pas que je traîne à la maison sans rien faire, donc je me suis débrouillée. Je l'ai fait, je l'ai réussi et j'ai commencé à travailler chez les médecins, chez les dentistes pendant quelques années, très peu de temps parce que c'était très compliqué. Parce qu'effectivement, là, c'est un milieu d'hommes aussi et que les assistantes ou les secrétaires médicales sont vraiment... comment dire, moi j'appelais ça la serpillière, quoi. J'étais vraiment celle qui fait les basses besognes, qui est méprisée, voilà. Donc j'aimais pas du tout cette mentalité-là. Donc je suis repartie et je suis rentrée dans l'imprimerie. Là j'étais plutôt sur écran. Je préparais tout ce qui allait partir à l'heure pro. Donc je travaillais sur ordinateur, sur Mac, et puis je préparais les pubs, les bouquins. J'avais une saisie, je saisis assez vite, dactylo, quoi. Donc j'ai fait ça pendant quelques années, mais c'est ce que je disais tout à l'heure, c'était un métier, beaucoup de rendement, beaucoup de stress, il fallait presque rendre le travail au client avant de l'avoir commencé, donc pour moi c'était incompatible avec ma vie de famille. Donc par hasard, donc, on était sur les voies navigables où j'ai vu ce mode de vie, c'est ce que je disais, qui était beaucoup plus sain pour nous. Et donc là, j'ai passé les concours et puis ça a continué comme ça. Et concours pour entrer en tant qu'agent et après concours pour être chef d'équipe. Et la perspective ? La perspective, ça pourrait être technicien. Donc il y a beaucoup d'hommes aussi, hein, il faut savoir, dans la territo, technicien, beaucoup d'hommes aussi. J'ai pas tenté encore. Non, parce que je suis bien là comme ça. Je suis bien, puis il faudrait tout un peu recommencer. Moi, je suis pas comme vous à tout refaire. Non, donc voilà. Mais peut-être, hein, c'est à voir, quoi. Robert ? Alors moi, mon parcours scolaire est un peu différent. Moi, je suis allé jusqu'en 3e. Après, je n'aimais pas l'école et donc je suis allé vers un CAP. Donc j'ai fait un CAP de soudeur sur plateforme pétrolière que je n'ai jamais fait. J'ai travaillé pendant 1 an dans une usine et là c'est là que j'ai vu que c'était pas du tout mon truc. Et après je suis parti dans le transport routier. Là il n'y a pas besoin de diplôme, c'est juste le permis. Par contre, arrivé au conseil général, là il fallait un diplôme. Donc j'ai passé le diplôme à 50 ans que j'ai obtenu, c'est-à-dire il fallait faire 60 heures pour commencer à travailler et après pendant 2 ans, de 240 heures sur 2 ans pour avoir le diplôme d'État qui me permet de travailler aujourd'hui dans toute la France et outre-mer si je me déplace.
D'accord. Là, j'arrive à 60 ans. Je voulais prendre ma retraite au mois de janvier, mais là, j'ai re-signé pour au moins 2 ou 3 ans, même plus. Ça veut dire que le métier plaît, quoi. C'est-à-dire que j'ai, juste une petite parenthèse, ma responsable du conseil général, je lui ai dit, je continue 1 an ou 2 si vous me mettez un petit. Mais elle me dit, ah non, ça n'ira pas parce que vous êtes déjà à 60 ans. Voilà. Et elle m'a ramené 2 enfants de 12 ans. Ils sont arrivés, et là, bon, eux, ils me disent, Robert, tu continues jusqu'à nos 20 ans, quoi. Donc, vous imaginez... Voilà, c'est bon. J'espère tenir jusqu'à 68. C'est bien. Voilà. Sylvie? Eh bien, moi, en ce qui concerne l'école, j'ai fait un bac économie agricole. Donc, dans ma classe, puisqu'on était plus pour faire tout ce qui était secrétariat, comptabilité dans les instances agricoles. Donc là, nous étions une vingtaine d'élèves et il y avait 4 garçons. Et le reste, c'était des filles. Donc voilà, je n'ai pas souvenance qu'ils étaient montrés du doigt, pas du tout. Ils étaient rentrés dans notre cercle de la classe. Il n'y avait pas de difficulté particulière. J'ai arrêté l'école à 19 ans. Quand je me suis mise dans mon exploitation, alors là, j'ai fait des formations continues, j'en fais encore. Et là, je dirais par contre que dans les formations professionnelles, on se rend compte qu'il y a des thématiques qui sont beaucoup plus masculines que féminines. Je prendrais par exemple l'agronomie, qui pour moi nous concerne autant nous les femmes que les hommes. Ben, nous avons beaucoup de mal à recruter des femmes. Ouais. Beaucoup de mal. Donc, on a tenté le coup de faire des formations sur l'agronomie. Alors, agronomie pour elles. Bon, je n'aime pas trop séparer hommes et femmes. Moi, je préfère un groupe de mixité. Je trouve que c'est beaucoup plus riche, justement, en échange. Et je dirais que c'est plus ça le problème, de trouver de la mixité pour certaines formations. Est-ce que l'un d'entre vous se souvient, par exemple, d'avoir été plus fléché que la jante féminine ou masculine dans vos sections? Est-ce que quelqu'un a ce souvenir-là? Ou est-ce que c'est passé sans qu'il y ait de remarques d'un point de vue des professeurs, des enseignants? Non, à aucun moment, parce que ça pourrait arriver qu'on fasse plus de remarques. Je peux me tourner vers Maude, puisque l'on ne l'a pas interrogée sur ce sujet-là. Comment sont les professeurs à votre égard? Est-ce qu'il y a plus de remarques, de peur que vous n'ayez pas forcément bien tout compris, ou voilà, est-ce qu'on est plus insistant? Non, on réagit de la même façon, quoi. Il n'y a Ouais. pas de réaction différente ou des choses comme ça. Ouais. Il n'y a rien de spécifique parce qu'on est une fille et que voilà, on fera un petit malin plaisir à appuyer un petit peu plus là parce que on se dit c'est une fille, elle n'est pas forcée qu'elle comprenne, quoi. Ouais, non. Non, bon, c'est bien, ça prouve quand même qu'il y a une avancée dans l'enseignement. Je trouve ça intéressant. Il peut y avoir aussi le comportement inverse, de vouloir protéger plus une jeune fille qui se retrouve seule avec 28 garçons. Oui. Donc voilà, on peut avoir les deux comportements au niveau du corps enseignant. Bon, ce n'est pas le cas pour Maude, c'est très bien. Tout est naturel. Moi, je voudrais peut-être sur ce point du parcours de formation qu'on ait un échange aussi avec les témoins et puis la salle sur, à votre avis, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour, entre autres, faciliter l'accès des femmes et des filles à certaines filières de formation? Comment travailler auprès des équipes enseignantes ou des élèves pour que justement l'accueil de ces filles dans des classes se passe le mieux possible? Est-ce que vous avez identifié, selon vos parcours ou selon votre expérience, des choses qui pourraient être mises en œuvre pour faciliter cette ouverture des formations et cet accueil dans certaines filières? Pour ma part, puisque je suis devenu par mon parcours professionnel formateur d'aides-soignants et d'ambulanciers, je participais donc à ce titre-là au jury de recrutement. Et je dirais que une de mes motivations, c'était un petit peu de me dire que comme le métier se masculinisait pas ou peu ou pas assez vite, eh bien, on pourrait contribuer à faire des recrutements plus en nombre, notamment me concernant, de garçons dans la profession d'aide-soignant
entre autres. Mais en fait, c'était assez illusoire de penser comme ça. Pourquoi? Parce que quand vous avez que 10% de candidats garçons qui se présentent à un concours pour rentrer en formation d'aide-soignant, eh bien, vous réfléchissez à comment vous allez contribuer à sélectionner quelqu'un, et ça ne se fait pas du tout en lien avec le sexe masculin ou féminin. Ou du moins, ça ne doit pas se faire comme ça. Sinon, vous n'êtes pas objectif. Et de toute manière, si vous n'avez que 10% de gars qui se présentent au concours, ça ne fait jamais 50% dans une classe de formation, quoi. C'est pas possible de toute façon. Ouais. On le fait quand même à compétences ou profil égal. Et ça fait que de toute manière, s'il n'y a pas une proportion plus importante de candidats, et donc vice-versa, si c'est un métier plus de gars, s'il n'y a pas plus de proportion, il n'y aura pas plus de proportion tout court à rentrer en formation, quoi, tout simplement. Hein. Moi, j'ai deux professeurs, prof de français et une prof de communication. Autrement, c'est domaine technique, c'est des profs masculins. Moi, dans ma formation continue, je n'avais que des professeurs féminins. Et oui, ça peut surprendre, mais voilà, que féminin. Laurence, peut-être passer le micro. Ah, Laurence. Oui, ben moi je rejoins Maud. C'est vrai que dans le technique, ce sont que des hommes. Toutes les formations que j'ai pu faire, ce n'était que des hommes. Oui. Pas rencontré de femmes en formateur. Stéphane, je pense qu'il y avait les deux. Principalement, en fait, des femmes formatrices. Principalement des femmes. Ouais, des femmes formatrices. Ouais. Ouais. Alors, ce qui me fait rebondir un petit peu sur ce que vous disiez, vous-même le meurtre, si je ne me trompe pas votre nom, hein. Qu'est-ce que l'on peut faire pour faire un peu évoluer la situation? Moi, je me disais que ce qui est beaucoup prégnant, c'est les représentations que l'on peut avoir. Et tout à l'heure, quand je disais que j'étais infirmier, je disais plutôt infirmier social, sachant que notre vrai titre aujourd'hui, c'est coordonnateur de santé. Et je pense que quelque part, changer les noms des métiers, ça a contribué à changer les représentations. Parce que, en fait, quand on dit coordonnateur, j'aurais dû peut-être me présenter comme ça. Si je m'étais présenté comme coordonnateur de santé, en fait, la plupart d'entre vous, vous n'auriez pas trop compris ce que je faisais à travers mon métier, alors qu'en fait, ça correspond à infirmier, quoi. Et cette manière de parler ou de donner un autre titre contribue à cela, en fait. Je discutais en préparant de nouveau cette intervention avec un collègue qui vient d'arriver, qui fait, lui, le ménage dans notre bâtiment. Et donc, sa collègue, qui est une fille, avait un malin plaisir à le dire « Tu es donc, comment dirais-je, aide ménagère homme ?» Et lui dit « Non, moi je suis technicien de surface ou agent d'entretien. » Et là où j'ai vu la problématique s'initier dans ce qu'il évoquait, et quelque part sa difficulté, c'est que lui disait technicien, agent technique, parce que quand on dit agent technique, ça sous-entend pour l'autre qu'éventuellement il change des ampoules, il répare des prises électriques, c'est-à-dire qu'il est plus en phase avec la représentation de ce que lui voudrait être, en tout cas, et surtout ce que la société, en termes de pression, lui ramène. C'est-à-dire qu'il était face à sa difficulté, à la pression de la société, et donc à pouvoir évoquer qu'il faisait en fait agent d'entretien, c'est-à-dire par exemple du balai, balayer des poussières, quoi. Et comme il était face à la représentation, c'est forcément une fille qui fait ça, moi je ne peux pas dire aux autres que je fais ça. C'est impossible. Enfin, en tout cas, il était dans cette problématique-là. Et j'ai identifié en lui cette souffrance-là, quoi. Et je trouvais ça sympa qu'il dise effectivement, tu es plus agent d'entretien. Et donc moi je suis plus coordonnateur de soins. Manager de soins aussi, on a comme autre titre.